Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 23 mai. À la une ce soir, l'agenda du chef de l'État, le président Alassane Ouattara a reçu les lettres de créance de 5 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Les diplomates ont placé leur mission sous le signe du renforcement des relations de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Et on reviendra ce soir sur le séjour du vice-président à Paris. En marge des assises de l'OCDE, Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience à une fondation suisse. La fondation œuvre pour le bien-être des enfants et des jeunes dans le monde entier. Et dans ce 20h également, le gouvernement ivoirien annonce la réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine d'ici à 2021. Coût de l'opération, 15 milliards de francs CFA. Et c'est un élément du grand angle de ce soir. Et on ira au Mali où la population de Bamako manifeste contre l'installation du siège du G5 Sahel. Les populations redoutent les risques d'attaques terroristes. Bienvenue dans votre 20h. 5 ambassadeurs présentent leur lettre de créance au chef de l'État. Ils ont placé leur mission sous le signe du renforcement des relations de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Awa Touré. Le nouvel ambassadeur désigné du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdallah Ben Ahmad Al-Soubeyi, s'est félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays avant de relever des perspectives de coopération dans divers domaines. Les sentiments qui m'animent ce matin sont les meilleurs parce que je me suis senti chez moi ici en Côte d'Ivoire et son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient de me réitérer effectivement que je dois me sentir ici en Côte d'Ivoire en famille. Heureux de présenter ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur de la République de Corée, Lee Sang-ryul, a dit son admiration pour la Côte d'Ivoire qui a enregistré des progrès remarquables au plan économique et social. La Corée souhaiterait contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Les travaux de construction de centres sportifs culturels et de TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara sont en cours. Le gouvernement coréen s'engage aussi dans le projet de construction de centres nationaux d'oncologie et radiothérapie avec 110 millions de dollars de concours. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, Wang Li, entend pour sa part travailler au renforcement et au développement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Chine est prête à travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de tous les consensus dégagés par les deux chefs d'État et les acquis du sommet de Beijing du FOCAC. Nous allons intensifier les échanges politiques et approfondir la confiance mutuelle, renforcer la coopération sur le plan économique, commercial, éducatif, de santé culturelle. La Côte d'Ivoire et la République socialiste du Vietnam entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975. Le nouveau chef de la diplomatie vietnamienne en Côte d'Ivoire a réaffirmé la détermination de son pays à consolider les relations de coopération et accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Je viens de discuter avec le président des moyens pour renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons convenu à augmenter l'échange des hautes délégations et de mesures concrètes pour accroître les échanges commerciaux. Le Portugal, selon son ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire, a une histoire riche de partage avec l'Afrique. Nos relations bilatérales se trouvent en ce moment dans une étape notable et très positive de plein développement et expansion, marquée
par un contexte dans lequel le Portugal et les entreprises portugaises désirent trouver leur place en tant que partenaire du choix de la Côte d'Ivoire. Au terme de cette cérémonie de présentation des lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, les 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire se sont prêtés au cérémonial protocolaire avec les honneurs militaires rendus par la garde républicaine. Ensuite, ce jeudi, le président Alassane Ouattara a échangé avec Robert Fabre. Il est le président du groupe Compagnie fruitière. Les échanges ont porté sur le développement des capacités de production fruitière de la Côte d'Ivoire. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Robert Fabre, il est le président du groupe La Compagnie fruitière. Au palais présidentiel ce mercredi, il a eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. Robert Fabre a indiqué au terme de cette entrevue avoir échangé avec le chef de l'État ivoirien sur le développement des capacités de production fruitière de la Côte d'Ivoire, en citant notamment l'exemple de la banane dessert. Les sujets que nous avons abordés sont essentiellement orientés sur les sujets de l'agriculture en Côte d'Ivoire, du développement des capacités de production fruitière notamment, et notamment dans la banane. Et donc nous avons indiqué au chef de l'État que nous souhaitions poursuivre cet effort de façon à ce qu'on puisse, par l'accroissement des activités, procéder de mieux en mieux, n'est-ce pas, avec une sorte de désenclavement relatif, n'est-ce pas, entre le nord et le sud, qu'on puisse livrer tout ce qui vient pour le nord depuis le sud et qu'on puisse exporter tout ce qui vient depuis le nord vers le sud. Robert Fabre, se félicitant par ailleurs de l'accroissement des exportations de la mangue, a exprimé la volonté de son groupe d'œuvrer au développement de ce secteur. Il s'agit pour l'hôte du chef de l'État de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Et retour dans ce 20h sur le séjour du vice-président à Paris. En marge des réunions de haut niveau du Centre de développement de l'OCDE, Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience à une délégation de la Fondation Jacobs. C'est une fondation suisse qui œuvre pour le développement des enfants et des jeunes dans le monde entier. Viviane Aïmé pour plus de détails. La Fondation Jacobs, fondation philanthropique d'origine suisse, a un important projet pour l'amélioration de l'éducation scolaire des enfants et des jeunes dans les zones de production cacaoyère. En 2016, cette fondation a signé un protocole d'accord avec le gouvernement ivoirien pour la réalisation de ce programme d'action baptisé TREC et financé pour un montant de 30 milliards de francs par la fondation elle-même. Présent au forum de l'OCDE, la Fondation Jacobs, représentée par son responsable des programmes internationaux, a échangé avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan sur la réalisation du projet. Nous avons des grandes expectatives sur les travaux qu'on peut faire ensemble avec le privé, avec le gouvernement. Et on un dialogue très, très fluide avec le gouvernement pour nous actualiser sur les priorités du gouvernement et aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut engager le secteur privé pour nous appuyer ensemble dans les objectifs d'améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi de construire la base pour accélérer le processus vers l'émergence. La Fondation Jacobs a été créée en 1989 par Klaus Jacobs et sa famille pour les générations futures en offrant aux jeunes de meilleures opportunités de développement. Mois de Ramadan, mois de don, mois de solidarité. La génération Tchagba des 63 villages à Tchan offre plus de 10 tonnes de vivres au chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly pour l'encourager dans ses objectifs d'amélioration des conditions de vie des populations, dont réceptionné par son directeur de cabinet. Il a rappelé que le Premier ministre ayant intégré la communauté à Tchan à travers la génération Dougbo le 4 août dernier, il était important pour la génération cadette de lui témoigner sa solidarité. Le porte-parole du Premier ministre a salué le geste des donateurs. À suivre, la rupture collective de jeunes à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'était l'occasion de prier pour la paix en Côte d'Ivoire.
Et puis les ambassadeurs du Qatar et de la Turquie reçus par le président de l'Assemblée nationale. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre ces différents pays, nous dit Konaté Moussa. L'ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire reçu par le président de l'Assemblée nationale. Les échanges entre Amadou Soumaoro et Djaber Diarra Massoud Almeri ont porté sur les projets d'infrastructures routières et universitaires que la Côte d'Ivoire va présenter au Qatar en vue de l'obtention d'un financement. Lors de la visite du président de la République Hassan Ouattara à Doha, ils sont partis avec des projets, le projet de la construction de l'université, le projet de bitumage de l'autoroute et d'autres projets. Et donc, ils ont eu à parler de ce projet-là pour que ça soit ratifié entre les deux pays pour pouvoir mettre en mise en œuvre ces projets. Le diplomate qatari a aussi remercié le président de l'Assemblée nationale pour sa participation à la 140e Assemblée de l'Union interparlementaire, tenue du 4 au 11 avril dernier à Doha, la capitale du Qatar. Autre personnalité reçue par le président Amadou Soumaoro, l'ambassadeur de la Turquie, venu réaffirmer l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Nous avons échangé sur les relations bilatérales entre les deux pays. Nous avons les deux réitéré l'excellence des relations entre la Turquie et la République de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi échangé sur les relations interparlementaires aussi entre les deux pays. Nous allons aussi travailler, œuvrer à développer nos relations parlementaires aussi. L'ambassadeur de la Turquie a également encouragé le président Amadou Soumaoro pour ses missions à la tête de l'hémicycle. On reste toujours à l'Assemblée nationale pour parler de la formation du bureau, objet de tensions entre les groupes parlementaires. C'est d'ailleurs le dossier politique de ce jeudi qui revient sur les faits marquants de ce nouveau bureau, composé entre autres de 11 vice-présidents, 12 secrétaires. Dossier signé ce soir, Konaté Moussa. Lundi 6 mai, les députés sont convoqués à l'Assemblée nationale pour une plénière. Ordre du jour, l'élection d'un nouveau membre du bureau de l'institution. 215 élus sur 252 ont répondu à l'appel à cette séance présidée par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Au bout de quelques minutes d'échange, des députés de l'opposition quittent l'hémicycle. Ils refusent de prendre part aux travaux et produisent des déclarations. L'article 100 de la Constitution, l'opposition parlementaire dispose de droits qui lui garantissent une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement. L'article 8 de notre règlement impose que des consultations soient menées entre le président de l'Assemblée nationale et les groupes parlementaires afin de s'accorder sur la liste consensuelle des candidats correspondant au nombre de postes à pourvoir pour chaque catégorie de fonctions. Et alors qu'aucun consensus n'a encore été trouvé et que les groupes parlementaires ne lui ont proposé aucun de leurs membres, une séance plénière aux fins d'élection du bureau de l'Assemblée nationale a été convoquée ce jour. C'est pourquoi les groupes parlementaires PDC-FDA, Rassemblement et Vox Populi ont refusé de participer à cette élection. Les députés de la majorité parlementaire donnent eux aussi leur avis sur le sujet. On dit bien consultation des groupes parlementaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale parle avec les groupes parlementaires. Mais à aucun moment il n'est écrit dans l'article qu'il est lié par les résultats de cette consultation. À aucun moment il n'est lié. Nulle part c'est écrit. On n'a pas dit, quand il a fini de consulter, et on n'a même pas dit que ce sont les groupes parlementaires qui proposent. On dit, c'est le président sur proposition du président après consultation. C'est une simple consultation qui peut aboutir à un consensus, mais qui peut ne pas aussi aboutir à un consensus. Mais cela ne peut pas prendre l'Assemblée nationale en otage, parce qu'on n'est pas arrivé à un consensus.
et que les autres députés prennent à témoin l'opinion nationale ou internationale, nous nous référons à nos textes. Nos textes sont clairs, nous n'avons pas foulé au pied notre constitution comme ce qu'ils ont dit. Nous respectons nos règles, nous respectons le règlement que nous-mêmes nous sommes attribués parce que ce règlement a été écrit par les députés et par eux-mêmes. L'Assemblée va continuer de fonctionner, elle a fonctionné hier et elle continuera de fonctionner. Le bureau de l'Assemblée nationale est formé. Il est composé de 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs et compte 5 membres du groupe parlementaire PDCI-RDA. Le mardi 7 mai se tient donc la toute première réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Sous la conduite du président Amadou Soumaoro, c'est une réunion de prise de contact avec les membres. Quelques heures plus tard, des notes d'information sont diffusées dans les médias. Certains députés issus du groupe parlementaire PDCI-RDA au poste de vice-président et de secrétaire annoncent leur retrait du bureau. La formation du bureau de l'Assemblée nationale, instance suprême de décision de l'institution, objet de tension au sein des groupes parlementaires. Alain Akakpo Adra est l'actuel secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il nous donne des précisions sur la question. Le règlement nous dit que les autres membres du bureau, c'est-à-dire hormis le président, sont élus pour 1 an renouvelable sur proposition du président de l'Assemblée nationale après consultation des groupes parlementaires. Il n'est pas dit dans le règlement que cela doit se faire sur la base d'un calcul arithmétique d'une proportionnelle, mais il est dit que cela doit respecter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on détermine que tel groupe puisse disposer d'un président, tel autre d'un secrétaire ou tel autre d'un questeur, si ce n'est sur la base de discussions qui sont menées avec les présidents de groupes parlementaires pour qu'un consensus puisse être mené. Tous les bureaux de l'Assemblée nationale qui ont été formés jusque-là l'ont été sur la base de discussions politiques, de négociations politiques, de conciliabules et d'accords politiques. Et c'est cela la règle et c'est cela qui a toujours prévalu à l'Assemblée nationale. Comme lors de son accession à la tête de l'hémicycle, le président Amadou Soumaoro garde le même ton. Il réitère son appel à l'union et à la solidarité afin que la représentation nationale joue son plein rôle dans le développement du pays. Nous avons toujours obtenu l'établissement des bureaux à la suite d'arrangements politiques, de discussions, de négociations. Ce que je voudrais dire pour assurer les députés ivoiriens que les discussions continuent. Je suis un oufouettiste, adepte du dialogue. Je suis ouvert. S'ils ne viennent pas vers moi, moi-même j'irai vers eux parce que je suis le chef de famille aujourd'hui. Et je vais travailler pour une Assemblée nationale unie et rassemblée. Après donc la formation du bureau de l'Assemblée nationale, une autre étape non moins importante se prépare, celle de la constitution des différentes commissions. À ce jour, on dénombre 6 commissions. Voilà, c'était le dossier politique de ce soir consacré à la formation du bureau, objet de tension entre les groupes parlementaires, dossier signé Konaté Moussa. En image, les adieux à la Côte d'Ivoire de l'attaché de défense du Royaume-Uni après 3 années passées à Abidjan. Il a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre national. Cérémonie en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les chefs de tribus et de canton du peuple baoulé se sont rencontrés à Sakassou ce jeudi. Sujet abordé, la rumeur de destitution de la reine. Après avoir examiné la question, les chefs baoulés ont réaffirmé l'autorité de la reine. Le point avec Léon Brou. Ils sont venus de toutes les 19 régions du pays baoulé, chefs de canton, chefs de tribus et chefs des villages de Sakassou autour de la reine des baoulés. Un seul exercice, statuer sur la légitimité de Sa Majesté Nana Akwa-Boni II. La succession au trône, le mode de désignation et d'intronisation de cette dernière en août 2017 sont évoqués avec la contribution des Diefouets ou des chargés de ces questions dans le royaume. Puis, conclusion, Nana Akwa-Boni II reste et demeure à la tête du royaume baoulé. Après les mises au point qui ont été faites à cette réunion, la reine Nana Akwa-Boni II, reine du royaume baoulé, a mis sur pied le cadre organique sur lequel se repose désormais le royaume baoulé. En première position,
la reine, Sa Majesté Nana Akua Boni II, 3e reine du royaume baoulé et 14e dans l'ordre de succession des souverains au trône. Aussi publié l'organisation du royaume, 5 chambres au total, chambre du conseil du royaume, de la cour royale, des premiers fils, des alliés et la chambre des membres d'honneur. Viennent le cabinet de la reine et le service d'ordre du royaume, ainsi qu'un organe non moins important, le conseil du royaume baoulé. Le conseil du royaume baoulé est placé sous l'autorité de Sa Majesté Nana Akua Boni II, reine du royaume baoulé. Comme le conseil du royaume baoulé, les membres des démembrements de ce royaume dans les 19 régions formant le V baoulé ont été nommés. On en vient au grand angle de ce soir consacré à l'accès à l'eau potable. En Côte d'Ivoire, le taux de couverture en eau potable est estimé à 68%. Reste encore 32% de la population qui manque d'eau potable malgré les efforts du gouvernement. Plus de 450 milliards de francs CFA investis depuis 2011, mais il y a toujours problème. L'état des lieux avec Francis Boifo. Ayalo, 70 km d'Abidjan dans la région de Lamé. Ici, trouver de l'eau potable, pas du tout aisé. Elisabeth habite le village depuis 1953. Elle s'empresse de nous conduire sur le site d'un des forages. Pompe là, c'est gâté. Ça fait plus de 10 ans c'est gâté. On ne trouve pas de l'eau. C'est deux ici à gâter, là-bas là, c'est gâté aussi. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de pompe. C'est maintenant le gouvernement est venu faire ça pour nous. Et puis, ça ne suffit pas. Les femmes, les jeunes là, s'ils viennent, toujours ces palabres, ils font. Ils font par là à cause de l'eau là. Ils disent, c'est moi, c'est moi, le village est un peu grand. Là, on souffre. À faire de l'eau là, on souffre beaucoup. De l'eau potable dans les ménages. Le sujet alimente les conversations et les réunions dans les villages qui utilisent les pompes à motricité humaine, comme c'est le cas à Abou Sekakwa, à 31 km d'Akoupé. 4 pompes au total, mais que de difficultés. Il y a 2 qui sont foutus. On ne peut même pas prendre, ça ne vient même pas comme l'eau même. C'est foutu, carrément foutu. Maintenant, c'est les 2 autres là qui nous servent un peu, mais 2 à 3 jours, ça tombe en panne. Si la pompe tombe en panne, on va sur l'ancien goudron, jusqu'à 3 km pour prendre l'eau. Les puits et les marigots, seule solution pour les populations, là où les infrastructures hydrauliques sont défaillantes ou insuffisantes. Chaque matin, on va au puits, on puise l'eau, on remplit les marmites et les assiettes. C'est ça, on prend pour se laver, on prend pour préparer. C'est pas propre, mais on se débrouille avec ça. On veut qu'ils n'ont qu'à nous donner l'eau propre. Des études du ministère de l'Hydraulique révèlent que les pompes à motricité humaine installées sur toute l'étendue du territoire national ont un âge moyen de 30 ans, donc vieillissantes. Le taux de panne est estimé à 40%, soit 8 500 pompes à réhabiliter. À cela s'ajoutent 12 500 ouvrages à entretenir. Au total, 21 000 pompes à prendre en compte. Le gouvernement se dit préoccupé. Bientôt, le lancement d'un vaste programme de réhabilitation des pompes à motricité humaine pour le bonheur des populations. Et justement, c'est donc la bonne nouvelle de ce soir. Le gouvernement a décidé de réhabiliter et d'entretenir 21 000 pompes à motricité humaine d'ici à 2021. On reste toujours avec Francis Boifo. C'est une des composantes du programme social du gouvernement. L'entretien et la réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine, annoncé par le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba, va s'étendre sur 3 ans. Coût 15 milliards de francs CFA pour garantir la fourniture d'eau potable en milieu rural. Nous souhaitons qu'il y ait un impact social fort pour que cela arrive à améliorer et à sécuriser l'alimentation en eau potable de près de 11 millions de personnes, essentiellement en milieu rural. Le programme contribuera également à la création d'environ 500 emplois permanents et occasionnels, puisque nous allons remettre en selle toutes les structures du secteur qui consistent à réformer les artisans réparateurs. Le lancement du projet de réhabilitation des pompes à motricité humaine est prévu le 27 mai prochain par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Et c'était donc le grand angle de ce 20h consacré à la réhabilitation des pompes à motricité humaine. On s'intéresse maintenant au rendez-vous du gouvernement qui avait pour invité Kaba Nialé. La ministre du Plan et du Développement a dressé le bilan des différents programmes nationaux de développement. Plus de détails avec Cheikh Koné. Politique de développement pour le bien-être des populations, acquis, défis et perspectives, c'est le thème qui a sanctionné cette 5e édition des rendez-vous du gouvernement. Le domaine de la planification était à l'honneur avec la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Elle a rappelé les différents plans nationaux de développement qui ont offert une trajectoire positive à l'action gouvernementale. La mise en œuvre de ces plans a permis à notre pays de connaître une croissance économique soutenue. Le taux moyen sur la période 2012-2018 est de 8,4%. Et en vue d'accroître l'inclusivité de cette croissance et de répondre à la demande sociale, le gouvernement a adopté en 2019 le programme social du gouvernement, le PS-Gouv 2019-2020, qui vise également donc à impacter de manière significative le quotidien des Ivoiriens. Le gouvernement s'apprête à lancer un nouveau plan national de développement 2021-2025, a annoncé l'invité du jour. Car les résultats des 2 derniers plans nationaux 2012-2015 et 2016-2020 sont satisfaisants, a-t-elle expliqué. Ces plans ont respectivement permis de stabiliser et relancer l'économie nationale, mais surtout consolider les acquis de la croissance. En termes d'acquis, ils ont permis de booster le niveau d'investissement de 2011 à 2018 en le faisant passer de 928 milliards de francs CFA à 4 998 milliards de francs CFA, soit un taux d'investissement de 20,8% en 2018. Des investissements avec une contribution remarquable du secteur privé, qui est passé d'un taux de 5,3% en 2010 à un taux d'investissement de 13,8% du PIB en 2018. S'agissant de l'important programme du 5e recensement général de la population, Nialé Kaba s'est voulu rassurante sur l'effectivité de l'opération. Cette année, nous avons commencé à la communication tôt. Le dénombrement aura lieu en novembre-décembre. Nous avons rencontré les religieux. Nous avons commencé à rencontrer donc, les leaders politiques et nous allons poursuivre avec les différents groupes socio-économiques pour leur indiquer que c'est une opération simplement à caractère économique et que tous les résidents doivent accepter de nous accompagner dans sa réussite. Les rendez-vous du gouvernement est une tribune du Centre d'information et de communication gouvernementale. Elle offre la possibilité aux hommes et femmes des médias nationaux et internationaux d'interagir avec les membres du gouvernement sur des questions brûlantes de l'actualité. Il y a une grève qui secoue l'abattoir de Port-Boué depuis hier. Pas d'abattage de moutons, de bœufs et de petits ruminants. Les opérateurs dénoncent une augmentation des frais d'abattage d'environ 600% du prix taxé depuis toujours par le district d'Abidjan. Le ministre des Ressources halieutiques et animales, Kwasi Adoumani, s'est rendu sur place hier afin d'échanger et ramener à la raison les différents acteurs. Il a par ailleurs lancé un ultimatum à tous les acteurs du secteur afin de surseoir à ladite grève. Direction Bordeaux pour parler des journées économiques Ivoire Bordeaux, une rencontre de partenariat et d'affaires ouverte par le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Envoyé spécial Jean-Jacques Kwameala. Bordeaux, capitale du département français la Gironde. Pour cette 2e édition du Forum Ivoire-Bordeaux, une centaine d'opérateurs économiques ivoiriens, bordelais et de la diaspora ivoirienne vivant à Bordeaux vont se rencontrer, nouer des contacts et des partenariats d'affaires. La Côte d'Ivoire est un des pays les plus attractifs aujourd'hui en Afrique et il n'y a pas de raison que des Ivoiriens qui ont des idées et qui ont de très bonnes intentions qui ne puissent pas justement contribuer au développement de notre pays en créant, en investissant et en apportant en tout cas des financements. Secteur clé, TIC, tourisme, immobilier, BTP, agriculture. Pour le ministre Bruno Koné, c'est une initiative qui va permettre de booster la coopération entre Abidjan et Bordeaux
et présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a de la place, il y a de l'activité en Côte d'Ivoire, de l'activité pour des gens que nous savons braves, des gens qui ont acquis une certaine expérience ici, qui ont eu à faire des formations ici, qui peuvent revenir à Abidjan en ayant appris des choses, en étant capables d'apporter de l'expérience, d'apporter un acquis. Après la première édition en 2014, la deuxième édition, Ivoire-Bordeaux, a pour thème promotion économique, enjeux et perspectives. Au menu, conférences, panels, rencontres B2B et visites de terrain. Hors de nos frontières, les populations de Bamako manifestent contre l'installation provisoire du siège du G5 Sahel, devenu la cible des djihadistes. Les populations redoutent les risques d'attaques terroristes. Il faut signaler qu'en juin 2018, le quartier général des forces de 5 pays du Sahel, au centre du Mali, avait été attaqué. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Demain, vous avez rendez-vous avec Marie Longorin. Moi, je vous retrouve dimanche. Merci de votre fidélité.